Après la rencontre de George Lucas et Steven Spielberg en 1968, et après leur succès respectif historique en 1977 avec Star Wars et Rencontre du troisième type, c'est au tour d'un nouveau personnage de prendre vie sous l'influence créative des deux amis. L'archéologue aventurier issu de la culture pulp a enfin un nom, un acteur pour l'incarner, et le tournage du premier film est imminent. Dans cette seconde partie de l'histoire d'Indiana Jones, nous nous retrouvons en 1980, l'année de production de Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Harrison Ford, casté in extremis quelques semaines avant le début du tournage, rejoint donc Karen Allen, Paul Freeman ou encore John Rhys-Davies dans l'aventure de toute une vie. Je suis l'auteur du livre Indiana Jones, explorateur des temps passés, publié chez Sœur d'édition, qui me sert de support à l'écriture de cette série de vidéos. Et dans cette seconde partie, je vous propose de revenir sur la production du premier film d'Indiana Jones, de 1980 à 1981, et l'histoire reprend donc la veille du tournage, en Europe et au Moyen-Orient, là où Star Wars avait déjà établi ses habitudes. Lucas et Spielberg ne s'en doutent pas encore, mais ils s'apprêtent une nouvelle fois à marquer l'histoire du cinéma. Steven Spielberg est le réalisateur parfait avec qui travailler pour moi. Nous pensons simplement la même chose à propos de tout. S'il en fait trop dans un sens, alors j'en fais trop dans l'autre, mais il n'y a pas de conflit. L'un ne cherche jamais à imposer une idée à l'autre. Nous passons d'excellents moments ensemble. Il n'arrête pas de dire que c'est mon film et que c'est moi qui serai jugé. Et je n'arrête pas de dire que c'est son film et que c'est lui qui sera jugé. Quelques jours après avoir signé son contrat en juin 1980, Harrison Ford et une partie de l'équipe, incluant Karen Allen, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et George Lucas, partent pour Londres afin de commencer les essais de costumes et de maquillage. L'acteur d'Indiana Jones travaille alors avec la costumière Deborah Nadoolman pour affiner la parade du héros, et de longues conversations avec Lucas et Spielberg sont tenues pour améliorer la personnalité de l'archéologue directement avec Ford, qui est littéralement le dernier élément du film à être validé, quelques jours seulement avant le début du tournage. Ils sont vite rejoints par Paul Freeman, à qui Spielberg demande des tests d'accent français. L'acteur anglais, stressé à l'idée de faire des tests après avoir été embauché, s'exécute. Et tout se passe bien. Si bien qu'il parlera sans accent tout le long du film. L'un des acteurs, Alfred Molina, le premier arrivé, doit faire des moules de son visage. Il sera le premier mort du film, spectaculaire de surcroît. Après ces quelques préparatifs de costumes et de maquillage, la troupe se rend à La Rochelle à la fin du mois de juin pour la première scène du planning de tournage, se déroulant sur le navire Born to Wind. Ce bateau est trouvé par le chef décorateur Norman Reynolds en Irlande, mais revient tout juste de New Haven dans le Connecticut pour sa transformation en engin à vapeur d'époque, soit un aller-retour dans l'Atlantique pour concrétiser l'opération. En parallèle, les accessoires passent en conception active, des plus importants comme l'arche, aux plus petits comme les armes, et une seconde équipe se rend d'ores et déjà en Tunisie pour avancer sur les grandes installations qui seront au cœur du récit. Cette fois, Spielberg joue la carte de l'efficacité. Hors de question sur cette production d'exploser le temps de tournage. Son image de réalisateur incontrôlable lui colle déjà à la peau. Il en va de sa réputation et donc de son avenir à Hollywood. Il ne tourne que très peu de prises pour chaque scène et fait envoyer en continu les rushs au monteur Michael Kahn pour dégrossir le travail de post-production. Il s'entoure également pour la première fois d'une seconde équipe très active sous la direction de Mikey Moore, un vétéran de l'industrie dont la carrière est spectaculaire. Assistant réalisateur sur Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille en 1956, Règlement de compte à Hockey Choral de John Sturges en 1957, ainsi que second réalisateur sur Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill en 1969. Cette fois encore, Lucas et Spielberg ne laissent rien au hasard, et s'entourent littéralement des meilleurs. Malgré de très nombreuses scènes filmées en extérieur, des décors sont entièrement créés en studio dans le vaste complexe d'Elstree près de Londres, disposant de 9 plateaux de tournage entièrement occupés par la production de Raiders. Originellement minimaliste, voici que ce petit film d'aventure prend ses aises et marche directement sur les pas de Star Wars en termes de gigantisme.
Paradoxalement, les bureaux de production sont assez petits, on y retrouve une autre borne du jeu Astéroïde pour le plus grand plaisir de Spielberg, et ce dernier se retrouve avec Lucas, Robert Watts, Kathleen Kennedy et Frank Marshall dans le bureau d'Howard Kazajian pour faire des points réguliers. À ce moment-là, l'équipe compte quelques 70 personnes. La première scène tournée à Elstree est celle de l'imam avec Harrison Ford et John Rhys Davies. L'acteur Tutte Lemko est alors très stressé et n'arrive pas à stopper le tremblement de ses mains tenant le médaillon. Cette première semaine est finalement dédiée au tournage de l'introduction du film. Le temple Chachapoyan est entièrement reconstitué sur le plateau 4, où Indiana Jones est poursuivi par un énorme rocher. Cet accessoire hors norme de 7 mètres de circonférence fracasse tout sur son passage. Et bien que fait en fibre de verre réputée légère, il n'épargne pas l'installation qui est malmenée à chaque passage. Une séquence qui nécessite une dizaine de prises au total par sa complexité et sa maîtrise aléatoire. Mise en boîte avec Harrison Ford en personne, après avoir laissé sa doublure faire les répétitions pour l'ajustement du mécanisme. Harrison ran out left to right, so we should be on this side. Oh, and it's also it's a run around Harrison. Then here's your path. Let me see how it looks. Can we follow Harrison? Yeah. Let me see how it looks. La séquence des dards mortels demande également une mécanique précise et même brutale, qui nécessite des plans en close-up pour saisir leur vitesse sur pellicule. En parallèle, les migales posent problème. Elles doivent recouvrir l'acteur Fred Molina, qui n'emmène pas large et subit des irritations au cou. Problème, ces animaux sont léthargiques. Spielberg s'exclame même qu'elles semblent fausses. En réalité, ce sont des mâles. Le dresseur doit donc amener une femelle pour les voir s'agiter brusquement, envahissant le visage de Molina. Mais Spielberg, toujours insatisfait, rajoute des ventilateurs, provoquant la fuite des araignées, et l'équipe de s'enfuir à son tour dans une panique généralisée. Steven Spielberg tient parfaitement les rênes de la production et George Lucas repart quelques jours après s'occuper de ses affaires aux États-Unis. Les plateaux s'enchaînent du Puy des âmes à l'ouverture de l'Arche, qui sont chronologiquement les premiers à être tournés en studio, pour les faire passer directement en pré-montage chez Michael Kahn et ensuite en post-production chez ILM. La mécanique est désormais bien rodée, car l'ère du blockbuster est aussi celle de l'optimisation, voire d'une forme d'industrialisation des process, bien que la démarche d'ensemble reste relativement artisanale. En ce mois de juillet, les impressionnantes séquences de la map room et du Puy des âmes sont inversées dans le planning de tournage, car l'équipe des décors termine le premier set avant le second, supervisé par Norman Reynolds et Bill Velchez. Celle de la révélation de l'emplacement de l'arche par le médaillon demande une certaine concentration, par l'onirisme et la sonalité de la séquence. Comme tout est fait en studio, les rayons du soleil et l'ambiance sont émulés par le directeur de la photographie Douglas Slocombe, et ensuite en post-production chez ILM. Et pour saisir au mieux l'atmosphère recherchée, Spielberg place un lecteur cassette sur le set pour diffuser de la musique classique et ainsi mettre en condition l'équipe et Harrison Ford, imprimant à leur jeu une musicalité profonde et mystique. Une technique utilisée dans Le Puy des âmes, accompagnant Ford et Rhys Davies lorsqu'ils soulèvent l'Arche d'Alliance. La scène du Puy des âmes, précisément, est la plus complexe, puisqu'elle comprend des centaines de serpents. Robert Watts et Norman Reynolds doivent partir superviser l'avancement en Tunisie, mais pas sans avoir préparé depuis des mois les reptiles, commandés et élevés en vue du tournage. L'équipe n'est pas spécialement à l'aise avec les serpents, à l'exception d'Harrison Ford. Karen Allen ne les supporte pas, et le premier assistant réalisateur, David Tomblin, se fait même mordre par un python non vénéneux. Plusieurs problèmes apparaissent également. Malgré 3000 serpents, la quantité n'est pas suffisante pour remplir le Puy des âmes, et Spielberg commande 7000 animaux supplémentaires que les équipes vont dénicher partout en Europe. Mais surtout, ils n'ont pas prévu que le serpent, animal à sang-froid, aime le feu, ce qui ne va pas du tout avec le script. Les équipes doivent trouver des répulsifs pour simuler les réactions de peur des reptiles face aux torches. Enfin, les séquences avec les cobras ne peuvent se tourner, l'antivenin commandé depuis 2 mois n'est jamais arrivé, et il est hors de question de prendre le moindre risque. Finalement, après avoir retourné l'Europe, le sérum de sécurité arrive par avion directement d'Inde. Alors que Paramount publie un premier communiqué de presse fin juillet 1980, Steven Spielberg entame l'une des séquences les plus périlleuses avec l'apparition de Marion Ravenwood au Népal. En plusieurs parties, cette scène nécessite 60 figurants, des dialogues en népalais, une scène de combat très musclée et un incendie.
Un an auparavant, le plateau 3 d'Elstree fut ravagé par un feu lors du tournage de The Shining de Stanley Kubrick. La sécurité est alors renforcée. Par ailleurs, Spielberg ne tient pas en place. Pour le concours d'alcool, il change le setup à la dernière minute. L'ensemble se déroulera sur une table et non plus au bar et sera entièrement muet, aux grandes dames de Lawrence Kasdan, ce qui imprime à la séquence un rythme différent mais bien plus prompt à donner à Riders son cachet d'exception. La scène de combat qui suit est une grande première pour Spielberg, évidemment complexe puisqu'en partie littéralement enflammée, où Karen Allen subit quelques brûlures au bras. Pour les séquences à l'université au début du film et à la fin avec les fédéraux, l'équipe se déplace au Royal Masonic School for Girls, à Rickmansworth toujours en Angleterre, à la mi-août 1980. C'est l'assistant réalisateur David Tomblin qui a l'idée du message sur paupières d'une étudiante d'Indiana Jones, ce que Spielberg adore et ajoute au planning. Il tourne également les séquences supprimées au montage du professeur flirtant avec une étudiante, montrant un aspect libidineux voire outrageant du héros de George Lucas. Enfin, c'est la séquence de l'ouverture de l'arche qui est tournée, mais qui impose des contraintes majeures aux acteurs comme Paul Freeman ou Roland Lacey, puisqu'ils doivent jouer leur partition sans effets spéciaux ni savoir réellement ce qui les entoure. À ILM d'apporter la touche finale en post-production. En août 1980, il est temps de se rendre en Tunisie, dans une situation politique instable et sous une chaleur écrasante amenant des joyeusetés comme les mouches qui envahissent les tables de nourriture de l'équipe, ou encore le traitement des figurants locaux qui laisse à désirer, au point de voir des bagarres éclater pour avoir accès à l'eau. La situation n'est pas anodine et s'envenime, mais se règle avec l'intervention de Spielberg. Entre-temps, le producteur Robert Watts tombe malade sur place et doit quitter la production plusieurs semaines pour cause d'appendicite, et de nombreux éléments du tournage répartis dans 42 véhicules arrivant par voie maritime sont bloqués à la douane, problème majeur que Frank Marshall doit régler avant l'arrivée de Spielberg. Heureusement, le terrain est déjà préparé depuis littéralement 4 ans. Les lieux seront ceux utilisés pour Star Wars dès 1976. Mais les conditions sont trop difficiles et la majorité des équipes, acteurs compris, tombent malades, à l'exception de quelques-uns dont Spielberg. Le réalisateur est en effet sauvé par une idée visant au départ à optimiser son rendement personnel. Il fait venir de Londres le maximum d'aliments, dont des plats préparés et autres conserves. Elles doivent lui permettre de se nourrir facilement, partout et surtout sans s'interrompre. Sans surprise, toute l'équipe tombe malade par les préparations culinaires qui souffrent de l'hygiène locale et de la chaleur insupportable en cette période estivale. C'est une véritable épidémie de gastro-entérite qui s'installe et personne n'est épargné. Personne, à l'exception du réalisateur, qui trouve ainsi une autre qualité aux conserves anglaises. Harrison Ford en fait son anecdote préférée, puisqu'elle est aussi à l'origine d'une scène culte du film. Je suis à court d'histoires drôles venant du tournage, en partie parce que j'ai une très mauvaise mémoire et aussi parce que je ne veux pas trop en dire. Mais il y a un moment où vous pensez qu'Indiana Jones a enfin trouvé un adversaire à sa taille. Il se retrouve face à un type avec une épée qui peut couper un morceau de viande de bœuf d'un seul coup. J'étais dans mon 5e jour de dysenterie, levé à 5h30 du matin sans rien à faire à part me laisser aller dans mon imagination folle. Du coup, j'ai foncé voir Steven avec l'idée de simplement évincer le maniaque. Je ne sortais jamais mon pistolet de tout le film, j'ai donc proposé « on abat simplement cet enfoiré ». Et on l'a fait. En Tunisie, tout devient très compliqué sous la chaleur écrasante, le thermomètre affichant jusqu'à 55 degrés Celsius. Paul Freeman parle difficilement, John Rhys Davies est très mal en point, George Lucas, qui a rejoint l'équipe avec sa femme Marcia, prend de terribles coups de soleil notamment aux oreilles qui deviennent rouges vives, et les scènes sont difficilement jouables, Harrison Ford faisant même une chute spectaculaire depuis l'aile de l'avion, dont la peinture se liquéfie littéralement. Ainsi, le mois d'août avance péniblement, mais les séquences sont mises en boîte une à une. On y retrouve surtout des scènes d'action d'anthologie, dont une spécialement faite pour rendre hommage au légendaire cascadeur Yakima Canutt, créateur d'une manœuvre risquée que Riders paraphrase avec entrain, où le héros passe sous un camion ennemi, vu en 1939 dans le film La chevauchée fantastique de John Ford, et le serial Zorro Fighting Legion de William Whitney et John English. Ils tournent également la fameuse séquence à l'origine d'Indiana Jones pour George Lucas, la fameuse scène du saut à cheval sur un camion, tirée de Zorro Rides Again, serial de 1937 des mêmes réalisateurs.
Et exceptionnellement, Harrison Ford n'est pas doublé par Vic Armstrong, même si la ressemblance entre les deux hommes est troublante. C'est Terry Leonard, spécialiste de ce type de cascade, qui s'en charge, et qui jouera également le rôle du nazi aux prises avec Indiana Jones dans la même séquence. Le tournage s'étend comme prévu jusqu'au mois d'octobre, finissant à Hawaï pour les scènes d'introduction dans la jungle. Entre-temps, toute l'équipe et notamment Harrison Ford se sont accoutumés au film et aux personnages. George Lucas est présent et une fête est même organisée. Cependant, une idée tardive est mise sur la table par Spielberg, en direction du producteur Frank Marshall. Trouver une montagne qui ressemblerait à celle du logo Paramount et ainsi débuter le film par un fondu d'ouverture original. Le logo en question est d'ailleurs une version ancienne, titrée Paramount Pictures, utilisée jusque dans les années 1950. En un plan d'ouverture, Spielberg inscrit dès le départ la filiation évidente qu'aura Indiana Jones avec ses racines pulp et hollywoodiennes, et c'est bien cette fonction d'iconisation du héros qui se retrouve au centre des choix de mise en scène. Paramount, justement, qui peut être satisfait du résultat. La prise de vue, en dehors de la post-production, est terminée en 73 jours au lieu de 85. En réalité, Spielberg a bel et bien tenu son pari sans accuser de retard, malgré cette marge de 12 jours qui s'accordait officieusement. Ainsi, il se rapproche de la nature plus organique de ses films préférés des années 40, parfois tournés en 50 jours, et s'aligne plus facilement avec la vision de Lucas sans chercher à ne trop l'interpréter à sa façon. Il déjoue aussi les paris qui ont cours dans l'industrie, annonçant qu'il ne finira jamais la production. Je connaissais les storyboards par cœur, j'ai tourné les plans sous de nombreux angles, j'ai beaucoup réfléchi au découpage, et pour la première fois, j'ai utilisé une seconde équipe de tournage qui a travaillé à partir de mes storyboards et a apporté des choses géniales. L'équipe voulait un film de grande qualité, mais moi, je voulais un film de série B amélioré. Je les ai amenés vers ma vision pulp du projet. Il y avait deux façons de le faire. J'aurais pu faire un film néo-noir à la Bertolt Brecht, avec un jeu de lumière et d'obscurité à la Carol Reed, ou Orson Welles, comme Le Troisième Homme ou La Soif du Mal. Mais j'ai réalisé que ce qui aurait pu vraiment me plaire aurait pu détruire tout le potentiel du film. Les mois qui suivent sont dédiés aux prises de vue en post-production, aux effets spéciaux, à la musique et à la conception sonore du film, qui ne conserve que 20% des sons originaux tirés du tournage. Reste la finalisation de l'intégration des effets, à l'image du hangar où est entreposée l'Arche d'Alliance à la fin du film, un plan composite utilisant l'une des nombreuses maquettes conçues chez ILM et la technique du matte painting, la peinture sur verre. Les effets spéciaux bénéficient d'une attention particulière tout en tâchant de respecter les délais. Richard Edlund, en charge de cette partie incontournable de la production chez Industrial Light and Magic, est l'un des grands artisans de Star Wars en 1977, ce qui vaut à l'équipe un Oscar des meilleurs effets visuels, ce qu'il reproduira sur Riders lors de la cérémonie de 1982. La dernière séquence avec l'ouverture de l'arche, les fantômes qui volent et la mort très visuelle des antagonistes, sont alors des challenges supplémentaires pour l'équipe de Lucas. Le final impliquait des fantômes, ce qui était un sujet délicat. J'ai senti que pas mal de gens avaient leur propre fantasme quant à l'apparence que devait avoir un esprit. George Lucas passait parfois et gardait un œil sur ces effets en cours de conception, et a également été d'une grande aide dans le découpage de cette scène. Nous avons aussi eu des difficultés à contrôler le matériel de pyrotechnie. Nous devions avoir du feu contrôlé, donc il devait comme agir de sa propre volonté. Nous avons construit des sets entiers de miniatures, environ 1 mètre sur 2 sur 1 mètre sur 5, et envoyé le feu au travers pour dégommer les nazis. Il y avait aussi beaucoup de matte paintings faits par Michael Pangrazio, et au-dessous de tout ça, nous avons créé des maquillages façon film de monstre, comprenant la tête qui fond de Toth, la tête qui explose de Belloc et la tête qui rétrécit de Dietrich, en plus de la myriade de fantômes à faire. Les fantômes représentent par exemple un ensemble complexe de techniques et de trucages, pratiques comme numériques, à l'aide de mannequins, d'effets de transparence sous l'eau, et un plan nécessite même l'intervention d'une figurante, membre de l'équipe administrative d'ILM. Évidemment, les bureaux d'Industrial Light and Magic se situent aux États-Unis et ne suivent pas la production sur le vieux continent. Les échanges se font alors uniquement par voie téléphonique, agrémentés de quelques documents envoyés depuis l'Europe. Un processus très complexe de collaboration à distance, mais déjà éprouvé sur Star Wars. Ainsi, Edlund va jusqu'à se déplacer pour assister au tournage et marquer les parties du décor qui doivent par la suite être envoyées chez ILM, dans le but de refilmer des raccords en vue de l'intégration finale.
Le montage final avance alors avec plusieurs questions à résoudre. Lucas n'est par exemple pas très fan de la fameuse scène où Harrison Ford s'épargne un combat pour cause de dysenterie. Ce que l'acteur n'avait pas dit, c'est que la séquence a bel et bien été filmée, probablement avec peu de prises, et Spielberg laisse par conséquent Lucas monter sa version pour les projections test. La réaction du public le convainc finalement que la version expéditive est la plus efficace, et c'est bien ce qui fera d'Indiana Jones un film très populaire avec un savant équilibre entre action, aventure, humour et cliffhanger à foison. Finalement, le film est peaufiné jusqu'à juin 1981, non sans passer entre les mains de John Williams, le compositeur de Jaws et Star Wars, à la fin de l'année 1980, pour un enregistrement avec le London Symphony Orchestra à Abbey Road, les 18, 19 et 20 février 1981. Avec son budget consolidé à environ 23 millions de dollars en 1981, soit les 2/3 de l'Empire contre-attaque, le film sort finalement le 12 juin 1981 avec une sérieuse concurrence face à lui où il fait clairement figure d'outsider. Lucas comme Spielberg, comme ils le firent avec Star Wars, s'expatrient alors à Hawaï pour des vacances méritées où ils construisent leur symbolique château de sable en discutant des projets à venir. Ils sont en réalité toujours très anxieux. Un échec ruinerait les succès passés. Le but est aussi de s'éloigner de l'agitation des sorties et de conjurer le sort en tâchant de penser à autre chose. Avec plus de 1000 copies sur le sol américain, le démarrage est bon, mais est très rapidement dépassé par Superman 2 de Richard Lester et l'équipé du Cannonball de Anne Needham. À ce moment précis, rien n'indique que le film sera rentable. Cependant, Raiders fait de la résistance. Sa réputation prend doucement, et après une baisse régulière du nombre d'entrées les premières semaines, il remonte de façon spectaculaire. Si une certaine presse ne comprend pas l'engouement de ce film à grand spectacle et aux propos désuets, une autre le porte au nu, n'hésitant pas à le qualifier de film d'action familiale par excellence. Ce n'est en effet ni une œuvre uniquement adressée aux adultes comme Jaws, ni un film de cinéphiles décomplexés comme Close Encounters, et même les moins téméraires peuvent comprendre ce qu'il s'y trame, contrairement aux univers ultra complexes qui sortent de terre depuis quelque temps au cinéma et à la télévision. Ce succès en 2 temps est aussi et surtout celui de l'adoubement d'un public toujours méfiant. Indiana Jones est un film pour tous, avec une violence mesurée, c'est sa grande vocation. Je sens comme de la responsabilité auprès des enfants qui verront ce film, car mon nom est apposé dessus. La violence me préoccupe. Tous les films qui montrent la violence comme une façon de régler des choses personnelles sont potentiellement dangereux. Les concepts dans Raiders sont très violents, mais leur traitement n'est pas répulsif, notamment parce que nous retrouvons les gentils qui battent les méchants. Steven s'est parfois un peu emporté à quelques reprises, mais nous avons minimisé le sang. Raiders est un véritable ovni en 1980. Avec lui, le spectacle est totalement décomplexé devant ce qui est un pur divertissement, mais on a malgré tout l'impression de suivre une quête hautement historique. À la fois populaire et savant, Indiana Jones réunit le meilleur des 2 mondes. Une chose est certaine, Spielberg et Lucas osent tout, et c'est bien à cela qu'on les reconnaît. Indiana Jones va renforcer l'image qu'Hollywood renvoie dans le monde entier, avec des films novateurs, d'une efficacité redoutable, et c'est bien aux 2 cinéastes que nous le devons. Ils deviendront littéralement les nouveaux rois de l'industrie du cinéma. Lors de sa sortie triomphale en juin 1981, Raiders of the Lost Ark, qui mentionne déjà sur son affiche originale le nom d'Indiana Jones comme le nouveau héros des créateurs de Jaws et Star Wars, réussit à concilier à la fois le public et une vaste majorité de la presse de l'époque. Le film est largement salué pour son action, son humour et son suspense, ce qui le rapproche très naturellement de son aîné spirituel de science-fiction, mais aussi du Superman de Richard Donner et de la saga James Bond. Dans la lignée de leurs précédents succès, George Lucas et Steven Spielberg signent avec ce film un nouveau revival en puisant dans l'imaginaire des serials et des pulp magazines, qui étaient en leur temps considérés, ne l'oublions pas, comme du divertissement bon marché et médiocre. C'est en évoquant très volontiers son aspect récréatif que Lucas et Spielberg défendent à chaque interview ce qu'ils estiment être un film à savourer en famille, avec sa vision simpliste du bien contre le mal et ses valeurs universelles pas si éloignées de Star Wars. Selon eux, Raiders est, ni plus ni moins, un film de divertissement qu'il ne faut surtout pas prendre autrement. L'édition de juin 1981 de Rolling Stone Magazine titre même cette sortie très attendue d'Ultimate Saturday Action Matinee. Le terme n'est pas spécialement péjoratif, il désigne simplement un film calibré pour la famille, précisément programmé à des horaires de grande influence dans les cinémas des centres urbains. Il convient alors de ne pas surcharger l'histoire avec un trop plein d'émotions ou de violence, ainsi que d'un propos trop complexe. En se hissant parmi les plus grands succès du box-office de l'année, le film fait cependant lever quelques sourcils chez une certaine presse,
qui observe d'un mauvais œil le succès insolent de ses deux amis avec leur cinéma assurément régressif. Il est reproché à l'ensemble d'être une suite de scènes d'action et de cliffhanger plus gros que les précédents, alors que le beau héros, intellectuel et téméraire, n'est en réalité qu'un chasseur de trésors. Pire, son intérêt pour l'Arche d'Alliance se limiterait aux notions de gloire et de fortune, une critique que Spielberg tournera en dérision dans le second film. Quant au but de Marcus Brody, il ne serait pas moins de stopper l'ennemi que de récupérer l'artefact pour son musée. Arrêter les nazis apparaîtrait comme secondaire, minimisant l'une des promesses du film quant à l'enjeu de la menace pesant sur l'humanité. Enfin, le symbole de cette lutte contre le mal, un objet profondément ancré dans l'histoire et la culture du monde religieux, serait littéralement relégué au second plan et ironiquement entreposé dans un hangar perdu. La célèbre journaliste Pauline Kael écharpe alors très virulemment Raiders dans une diatribe devenue célèbre pour son manque considérable de recul, mais la femme est déjà une penseuse cinéphile d'arrière-garde vouant notamment un dégoût manifeste pour le cinéma de Stanley Kubrick. Son article provoquera une vengeance savoureuse de Lucas quelques années plus tard, en nommant l'antagoniste du film Willow, Général Kael. Cependant, les critiques énoncées par la journaliste n'en restent pas moins au centre d'un débat agitant la génération vieillissante de cinéphiles face à ce cinéma déjà perçu comme issu d'un autre temps. Elle s'interroge aussi sur les trous scénaristiques du film, le manque d'enthousiasme des cliffhangers, le rush de la réalisation écrasant la dimension dramatique ou comique, et même la musique de John Williams qui aurait un arrière-goût rance d'une époque pulp révolue et peu inspirée. Si le grand public apprécie Harrison Ford et les scènes d'action contre le nazi qui rythment l'ensemble, l'intelligentsia cinéphile n'est guère impressionnée par le déjà-vu du film. Entre ses plans larges westerniens, ses plans rapprochés sur les visages accablés par la chaleur, ou encore ses séquences tournées en studio, usant toujours des mêmes méthodes pour filmer des ruines en carton-pâte par leur traitement de la lumière, entre pièges ancestraux et mécanismes de révélation divine. Un classicisme qui évoque pourtant une certaine nostalgie des images et des émotions simples, paraissant déjà éculé après les prouesses modernes de Jaws, Close Encounters, Alien ou encore The Shining. Affirmer que le film n'aurait pas d'autre ambition que de divertir est faux. Au-delà de son esthétique propre au pulp, qui est totalement incomprise par une certaine génération de cinéphiles, une chose qui se reproduira d'ailleurs en 2008 avec le 4e film, représente une réelle avancée pour le cinéma dans l'éducation de masse qu'elle permet sans le vouloir, et ce malgré quelques maladresses sur le fond comme sur la forme. Et c'est le moment d'aborder l'histoire avec un grand H, par le prisme de l'Arche d'Alliance. En 1956, le film Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille culmine comme l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, qu'il restera jusqu'à nos jours. Bien qu'il prenne certaines libertés avec le récit officiel de l'exode des Hébreux hors d'Égypte, il apporte pour la première fois au monde une vue graphique très grand public de l'épopée de Moïse, de sa condition de prince et de général du pharaon Ramsès Ier, jusqu'à sa stature d'esclave et enfin de libérateur de son peuple. Sur le mont Sinaï à l'est du pays, il rencontre Dieu et redescend avec les tables de la loi. Ainsi, selon l'Ancien Testament, un coffret de bois et d'or est construit pour y déposer les tables, ainsi que le tabernacle, la résidence de Dieu, nommé Yahvé ou Jéhovah. Cependant, aucune trace de ce coffret dans le film de B. DeMille, et si des gravures et peintures la représentant existent bel et bien, l'imagerie populaire de l'arche fait relativement défaut auprès du grand public. Par ailleurs, de nombreux pouvoirs lui sont prêtés. Son couvercle fait d'or est surmonté de 2 chérubins. Une fois l'arche fermée, il aurait une fonction d'expiation permettant le pardon de Dieu. Le parcours de l'arche se termine dans le Saint des Saints à Jérusalem, un temple édifié par le roi Salomon. Sa trace disparaît ensuite des écritures sacrées. Dans Raiders, Jones et Brody reçoivent la visite de 2 agents fédéraux durant la période de la montée du nazisme et d'Adolf Hitler en 1936. La légende raconte que le leader nazi était versé dans les sciences occultes, mais de nombreuses recherches prouvent qu'il n'en était en réalité rien. Le premier scénariste du film, Philip Kaufman, reprend la théorie d'un médecin de son enfance quant à la nature possiblement extraterrestre de l'arche, puis base son script sur un essai célèbre du britannique Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny, en 1972. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte l'histoire de la Sainte Lance ayant percé le flanc de Jésus-Christ, en lui prêtant de grands pouvoirs jusqu'à mettre en scène Hitler dans une croyance maladive pour l'occultisme, imaginant son armée déferler sur le monde, protégée par l'artefact divin. Le livre est un best-seller en Europe et connaît de nombreuses rééditions, mais ces affirmations sont très largement réfutées par des chercheurs tels que Christoph Lindenberg. Le problème est que ces contradictions ne sont, elles, pas des succès de librairie. Dans la pensée collective, Hitler reste par conséquent bel et bien un fervent croyant du paranormal.
L'autre thèse historique du film est celle de l'emplacement de l'Arche d'Alliance dans la cité antique de Tanis, en Égypte, prétendument recouverte par une énorme tempête de sable. Pour les besoins du film, les auteurs mélangent ici histoire et légende. Le premier livre des rois de l'Ancien Testament raconte l'attaque de Jérusalem par le roi d'Égypte Shishak, qui pille les possessions les plus précieuses du roi Roboam d'Israël, fils de Salomon. Ainsi, le roi Shishak, en réalité le pharaon Sheshonq Ier par concordance historique des dates, aurait amené son large et précieux butin dans la capitale de sa dynastie royale, Tanis, au nord-est du Caire. L'arche s'y serait donc réellement retrouvée, au moins pour un certain temps, voire pour l'éternité si le mythe de la tempête de sable est vrai. Il ne l'est évidemment pas, Tanis fut simplement délaissée par le temps, progressivement pillée de ses pierres. Dans Raiders, la ville engloutie par les sables est supposément introuvée en 1936, alors qu'elle l'est bel et bien dans la réalité, provoquant l'étonnement d'Indiana Jones et Marcus Brody quand les fédéraux les informent que les nazis auraient identifié son emplacement. Rien d'anormal au final, puisqu'ils sont aidés par un archéologue français d'exception, René Belloc. Ce dernier est probablement inspiré par l'égyptologue français Pierre Montet, spécialiste de la cité de Tanis, qui découvre à la fin des années 1930 tout un réseau de tombes imposantes remplies de trésors inestimables. En réalité, Pierre Montet n'a jamais recherché l'arche et n'a jamais aidé les nazis à l'acquisition d'artefacts religieux. Ce qu'il faut souligner, c'est que le postulat de départ du film repose sur des bases réelles, mais il reste important de souligner l'inexactitude des faits historiques qui sont prises au premier degré par de nombreux spectateurs, même si ce n'était pas le but recherché par Lucas. Les pouvoirs prêtés à l'Arche d'Alliance sont largement commentés et théorisés depuis des décennies, et concordent plutôt bien avec la fin du film, où les pouvoirs de Dieu ou d'un quelconque être surnaturel voire extraterrestre s'abattent sur les personnes présentes, à l'exception de Jones et de Marion, sous forme d'arcs électriques meurtriers et d'apparitions fantomatiques. La dramaturgie hollywoodienne mise à part, des épisodes similaires sont décrits dans la Bible, comme dans le Lévitique, 3e livre de la Torah. Nadab et Abihu, 2 des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. L'interprétation graphique est en tout point identique au funeste destin de René Belloc et de ses camarades nazis, puisqu'en ayant l'arrogance d'invoquer Dieu par un rite profane, leur corps se consume par la colère divine. Et cela peut aussi s'expliquer scientifiquement. Historiquement, les Grecs et Égyptiens de l'Antiquité connaissaient l'électricité. L'invention de la bouteille de LED, le premier condensateur électrique de l'histoire en 1745 par le physicien prussien Evald von Kleist, est consécutive d'un savoir ancestral quand les Grecs utilisaient des méthodes de friction sur des récipients contenant de l'ambre pour provoquer des étincelles. Au XVIIIe siècle, les spéculations vont bon train sur le pouvoir de l'arche, associée à la connaissance de l'électricité des Égyptiens, acquise par Moïse ayant grandi dans la famille royale qui était déjà considéré comme un faiseur de miracles. C'est d'ailleurs bel et bien lui qui commande la construction du coffre sacré, recouvert d'or, un matériau très conducteur, surplombé de 2 chérubins qui agiraient selon une polarisation positive et négative, et surtout isolé avec du bois massif d'acacia. En transportant l'arche dans le désert, l'accumulation de charges se ferait à l'intérieur, et ouvrir le couvercle sans protection libérerait l'électricité avec un certain pouvoir foudroyant. L'Arche d'Alliance ne serait ni plus ni moins qu'une bouteille de LED, et cette théorie n'a absolument rien de délirante, puisque décrite dans des ouvrages de référence scientifiques. Raiders propose bien évidemment une version très fantasmée des pouvoirs supposés de l'Arche d'Alliance, et d'ailleurs rien ne vient confirmer ou infirmer la nature exacte de la force supérieure agissant sur elle. La scène finale peut à la fois se lire comme une intervention divine ou extraterrestre, peu importe puisque le héros ferme les yeux, à la fois pour ne pas mourir mais aussi pour ne pas savoir, à chacun de croire ou non si Dieu intervient réellement à la fin, quand le doute assène le héros mais laisse suffisamment d'espace pour ne pas harasser les spectateurs sur un sujet forcément polémique. Au final, l'Arche d'Alliance reste le seul lien que le film va réellement entretenir avec l'Ancien Testament, puisqu'aucun autre élément du film n'a de réalité historique ou littéraire. Le Puits des âmes existe bel et bien, mais à Jérusalem, à l'intérieur du sanctuaire islamique du Dôme du Rocher, la Maproum n'a quant à elle aucun équivalent historique, pas plus que le médaillon de Ra permettant de découvrir l'emplacement de l'arche à Tanis. Initialement, cet artefact était en 2 parties, qu'Indiana Jones récupère auprès de Marion au Népal, et l'autre à Shanghai auprès de personnes pas très recommandables. Une idée abandonnée mais recyclée en introduction du second film. Globalement, les reproches les plus couramment faits à Raiders concernent la liberté prise sur les thèses historiques.
Un film grand public peut en effet difficilement écarter toute responsabilité lorsqu'il soulève des sujets si complexes au point d'être accusé de faire du révisionnisme historique. Sauf qu'en 1978, quand Lucas lance la conception du film, il garde en tête la nature profondément fantasmée des œuvres de son enfance comme ligne de conduite. Il ne sait pas encore que ces films auront un impact extraordinaire sur des générations de spectateurs. Et cela amène à un autre sujet central, de quel héroïsme Indiana Jones se revendique-t-il ? En 1981, Indiana Jones a tout d'un cliché du genre. Le héros est de prime abord parfait, intelligent, beau, à la ligne morale solide comme la roche, en totale opposition au pire criminel du siècle sur fond de mythes bibliques. Ce tropisme pour la perfection d'un héros sculptural, d'un artefact qui dépasse l'entendement et d'ennemis représentant le mal absolu, fait du film une œuvre étrangement fascinante. Les inspirations qui mènent inconsciemment à Indiana Jones sont ainsi nombreuses et parfois de genre très moderne. En 1886, le personnage de Nick Carter apparaît dans des dime novels qui devient très populaire. Ce détective urbain est en costume, porte l'incontournable chapeau fedora et marque aussi par son physique avantageux et ténébreux. Il est à la fois la représentation de l'homme blanc américain de son époque et donne logiquement le ton aux acteurs des films noirs qui suivent à Hollywood et à des figures comme Humphrey Bogart. C'est au tournant des années 1930, alors que tous ces héros de pulp se succèdent et créent un véritable style propre à son époque, que la modélisation du mono-héroïsme moderne s'impose de façon quasi systématique, à la fois dans les séries de nouvelles, mais aussi en bande dessinée, avec l'apparition notable de Detective Comics en 1937, qui deviendra le célèbre DC Comics, avec ses héros extraordinaires tels que Superman en 1938 et Batman en 1939. Les héros insociables de l'Ouest et autres détectives privés solitaires mènent invariablement à des formulations de l'héroïsme chevauchant sans cesse la ligne de la légalité, mais n'influent pas sur leur posture de héros indéboulonnables. Ils sont hors la loi ou eux-mêmes représentants de la loi, mais font toujours le bien. Cette notion est fondatrice de l'histoire des États-Unis et notamment de l'Ouest américain, car elle découle du libre arbitre, de faire ce que l'on pense être la bonne chose même si les méthodes ne sont supposément pas acceptées par la société. Subitement, le héros se transforme pour devenir méchant voire violent, au point d'en venir à des méthodes proches de celles de ses ennemis, ce qui caractérise aussi Indiana Jones face à René Belloc, provoquant l'ironie de la situation dans Raiders. En réalité, les deux hommes sont tout à fait semblables. You and I are very much alike. Archaeology is our religion. Yet we have both fallen from the pure faith. Our methods have not differed as much as you pretend. L'illustration la plus évidente est celle de Zorro, créée par l'américain Johnston McCulley, publiée dès 1919 dans All Story Weekly. Comme son modèle Robin des Bois, il est difficile de désavouer les actions de Zorro même si elles sont hors la loi. Il préfigure par son comportement ce que sera Indiana Jones, dont les premières esquisses sont volontairement copiées sur les scènes d'action du héros de McCulley. De la même manière, Northwest Smith, créé en 1933 par C.L. Moore pour Weird Tales, est bien plus moderne car pirate de l'espace, mais rejoint l'idéologie de faire le bien par des moyens illégaux. Il préfigure Han Solo, mais donne aussi le ton quant à la modélisation de l'archéologue, qui se prénommait également au début Smith, et avait dans son ADN des éléments du mauvais garçon de Star Wars. Mais de tous les héros fondateurs, un seul peut se targuer de tous les réunir en un, au point d'influencer la quasi-totalité de ceux qui viendront après lui. Doc Savage est dévoilé en 1933 et est déjà à son époque un pur produit marketing. Créé par les éditeurs de la maison Street & Smith Publication, la nature du protagoniste est d'être une représentation parfaite et archétypale du héros auquel on n'aurait rien à reprocher, au point de voir son développement passer quasi exclusivement par une sorte de bureau d'études de l'éditeur. La démarche de faire des brainstorming, comme Lucas et ses équipes sur Indiana Jones, visant à modeler le personnage le plus précis possible, ne date donc pas de 1978, et l'archéologue de reprendre trait pour trait la notion du competent man développée par Doc Savage. L'homme compétent de l'univers pulp est fait pour plaire à une population avide de lecture bon marché, cherchant à s'évader de leur routine quotidienne. Avant les premiers grands super-héros fantastiques qui forceront le trait par une musculature proéminente et des pouvoirs extraordinaires, Doc Savage prenait cette formulation au pied de la lettre en étant d'une perfection absolue sur tous les plans. Le héros est ainsi bardé de compétences diverses. Il est à la fois médecin, chirurgien, mais aussi explorateur, aventurier, inventeur, chercheur, artiste, a une parfaite condition physique, une coiffure impeccable, est un canon de beauté indéniable, et se trouve être très riche et donc une sorte de playboy mondain. De surcroît, il défend les faibles face aux forts dans une ligne morale indestructible. Si le tableau peut paraître particulièrement abusif et cliché, il n'en demeure pas moins fondateur à plus d'un titre.
Avec un tel pédigré, Doc Savage fascine littéralement les lecteurs de l'époque qui projettent en lui un fantasme d'incarnation très puissant. De toute évidence, le héros de George Lucas n'a donc rien de révolutionnaire ni dans sa formulation ni dans ses actes. Ce n'est d'ailleurs pas la volonté première de son créateur, qui ne voit en lui qu'une façon d'exprimer son amour pour les héros d'antan, des serials et des pulps. Au départ, Indiana Jones est même perçu comme un cumul de poncifs plutôt vieillots voire ringards, mais mis en scène de manière tellement novatrice qu'il devient finalement tout l'inverse de ce qu'il aurait pu être. Avec un Harrison Ford dans la force de l'âge, la modernité de la partition de John Williams et la réalisation de Spielberg, Raiders et son personnage d'Indiana Jones sont bien plus en phase avec l'air du temps que toutes les autres productions d'alors. Indiana Jones découle aussi d'autres héros du XXe siècle, historiques ou de fiction. On peut citer Frédéric Courtenay-Selous, réel aventurier qu'Indiana Jones croise plusieurs fois dans la série, ou le fameux Alan Quatermain de l'écrivain H. Rider Haggard, explorateur iconique de l'Afrique. Mais au-delà de sa filiation avec l'histoire et la culture littéraire anglo-saxonne, Indiana Jones semble mettre à mal la stature réelle de l'archéologie, dans un film d'action qui empêchera une certaine presse d'y voir autre chose qu'une production commerciale de plus. Lorsque le film sort en 1981, les critiques pointent surtout la manière dont Steven Spielberg rush littéralement la réalisation, avec une narration allant très vite, peut-être trop pour en apprécier toutes les idées. Certaines scènes sont considérées comme bâclées, notamment les fouilles de Tanis menant à la découverte du Puits des âmes. Dans cette séquence, Indiana Jones se faufile très facilement dans la salle de la carte, qui n'est pas surveillée par les nazis, et trouve l'emplacement du sanctuaire dans lequel se trouve l'arche, étonnamment à quelques dizaines de mètres des fouilles organisées par Belloc. Le lieu est à découvert, facilement accessible, en hauteur et très visible de n'importe quel point des ruines de Tanis, et n'est pas hermétiquement fermé de par la présence de centaines de serpents et de rayons de soleil. Néanmoins, il semble avoir échappé au pillage pendant des millénaires, chose curieuse puisqu'il suffit de pousser quelques pierres par là où s'échappent finalement Indiana Jones et Marion pour y accéder. Sous couvert d'une attention saluable de la part des auteurs, Raiders pêche néanmoins par ses facilités qui sont autant de raccourcis pour adapter le film à un très large public. L'enchaînement des séquences, dans cette nécessité de ne jamais relâcher le rythme, ne lui permet évidemment pas de rivaliser avec les récits fleuves que sont Ben-Hur de Lewis Wallace en 1959 ou Laurence d'Arabie de David Lean en 1962, avec lesquels il partage pourtant un certain goût pour l'aventure et les héros témoins de l'histoire, mais n'en atteint que très difficilement les immenses qualités narratives. Les contraintes de production y sont évidemment pour quelque chose, puisque le principe même du blockbuster admet de moins en moins un cinéma difficilement accessible, littéralement incompatible avec une bonne portion de popcorn. Cette première aventure d'Indiana Jones est alors plutôt arrangée du côté de films relativement anecdotiques, comme Le Trésor de la Sierra Madre avec Humphrey Bogart de John Huston en 1948, mais surtout Le Secret des Incas avec Charlton Heston de Jerry Hopper en 1954, à un niveau de mimétisme assez surprenant. La costumière de Raiders, Deborah Nadoolman, responsable de l'apparence d'Indiana Jones, témoigne de sa surprise quant à la similarité des deux films. Raiders of the Lost Ark est pratiquement une adaptation plan par plan du Secret des Incas. Je ne peux que supposer que Larry Kasdan a pris le script et l'a mis à jour pour Steven. Une superbe idée. Nous avons vu plusieurs fois le film tous ensemble en équipe, et je me suis toujours dit que c'était étrange que les producteurs ne l'aient jamais crédité comme l'inspiration principale de la saga. En dehors de l'apparence du héros, avec sa veste en cuir, sa barbe de quelques jours, son revolver et son chapeau fedora, Le Secret des Incas expédie son histoire comme celle de Raiders, et propose même une séquence dans des ruines avec une lumière révélatrice du secret. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, mais une différence majeure apparaît toutefois entre les deux longs métrages séparés d'un quart de siècle. Là où le personnage d'Harry Steele se révèle foncièrement sûr de lui, abandonnant le trésor à la fin, précipitant le méchant du haut d'une falaise et embrassant la jeune femme, celui d'Harrison Ford brille par son imperfection. Certes, le professeur d'université est beau et plaît aux femmes dont ses nombreuses étudiantes, il est intelligent et plutôt sportif, mais il arrondit ses fins de mois en volant des trésors nationaux, en draguant des filles mineures, élément implicitement sous-entendu avec Marion mais très explicitement détaillé par Lucas en 1978, et sombrant potentiellement dans l'alcool, même si ce dernier point voulu par Spielberg et qui fait écho à l'anti-héros campé par Bogart dans Sierra Madre, est refusé par Lucas. Le mythe s'effondre, au moins symboliquement, en 2013, quand une célèbre sitcom américaine prend en dérision une thèse bien connue des fans. Dans l'épisode The Raiders Minimization de The Big Bang Theory, Amy Farrah Fowler, la petite amie du geek invétéré Sheldon Cooper, démolit le film originel en prétendant que le héros serait purement et simplement inutile.
And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died. Just like they did. En réalité, des débats similaires existaient déjà auparavant, s'interrogeant sur la réelle stature d'Indiana Jones, et révélant sans le vouloir l'incapacité de certains fans à admettre les faiblesses d'un film aimé, ou, à contrario, les qualités d'un film détesté. Dire qu'Indiana Jones ne joue aucun rôle est d'ailleurs factuellement faux. C'est bien lui qui récupère le médaillon avant les nazis auprès de Marion, sans quoi ces derniers auraient trouvé le bon emplacement du Puy des âmes, tout en sachant qu'il faille fermer les yeux lors de l'ouverture de l'arche. Mais l'accusation est tenace car le héros, malgré tous ses efforts, n'empêche également jamais la progression des nazis. Pire, il leur facilite le chemin en les guidant précisément tout droit vers le médaillon, puis vers le Puy des âmes, sans compter l'idole de la fertilité qu'il récupère au début du film, vite dérobée par René Belloc, alors que la première version du script voyait le héros la ramener victorieusement à Marcus Brody pour son musée. En voulant casser l'image du héros parfait, George Lucas a surtout une vision très cynique de la manière dont il veut polariser son histoire. Il prend alors le parti de développer sa propre définition du MacGuffin. Dans Raiders, ce principe ne s'embarrasse pas des thèses d'Alfred Hitchcock ou d'Orson Welles visant à complexifier l'histoire, voire à se jouer des spectateurs. Le MacGuffin de Raiders, l'Arche d'Alliance, est à la fois l'impulsion de l'intrigue, la motivation de tous les personnages, mais aussi la finalité du film, ainsi qu'un artefact qui consolide son importance au fur et à mesure. Sa lisibilité est sans faille. Et d'ailleurs, il donne son nom au titre originel du film. Celui du héros est alors tout simplement absent. Le concept du MacGuffin est donc ici contraire au souhait d'Hitchcock, qui aurait plutôt fait disparaître l'artefact pour mettre en avant le héros, un peu comme dans la dernière croisade. Ironiquement, le premier élément à souffrir de cette formulation de l'aventure dans Raiders est son aventurier lui-même. Les reproches d'un Indiana Jones subissant les événements sont en réalité raccord avec la place qu'occupe son MacGuffin. L'artefact biblique est le véritable héros du film. Il reste maître de son destin et laisse difficilement sa place à une véritable histoire d'amour, ou à l'approfondissement de l'archéologue qui devient, à contrario de la vision progressiste d'Hitchcock, le véritable élément jetable du film. Et en cela, la régression nostalgique que représente Raiders serait donc bien réelle. Cette vision de l'aventure est perçue comme réductrice en 1981, mais en réalité les critiques ne prennent pas en compte l'intention des auteurs. Car Raiders est tout autant un hommage au cinéma qu'à la culture pulp, qui prend ses racines un siècle plus tôt. Son objectif est non seulement d'iconiser l'aventure, mais aussi d'iconiser l'héroïsme, d'iconiser le mal, d'iconiser le MacGuffin. Bref, il ne s'embarrasse d'aucune sophistication et il ne cherche pas à complexifier la lecture de l'Arche d'Alliance comme l'aurait fait Hitchcock. Le film va droit au but, et cette iconisation à tous les niveaux est renforcée par l'un des éléments les plus réussis du film, sa mise en scène. Les choses sont en réalité extrêmement simples. Oui, la narration est rushée, les cliffhangers s'enchaînent de façon spectaculaire, les personnages sont stéréotypés, ce qu'une certaine presse pointe du doigt est tout bonnement voulu. Cette volonté des auteurs d'imprimer à Indiana Jones un charme désuet, loin du cinéma de David Lean, est aussi sa grande force, et elle n'est pas dénuée d'une forme de virtuosité. Dès la scène d'ouverture, Spielberg s'amuse à installer progressivement la figure centrale et héroïque du film lors de la progression dans la jungle. Avec une musique de John Williams dénuée de réelle progression mélodique, installant une incertitude quant à la finalité de la séquence, l'identité du héros est cachée à la caméra et donc au spectateur par des coupes et des mouvements de l'acteur visant à dissimuler son visage. La scène est très courte et cet impératif doit amener le réalisateur à faire comprendre en peu de temps à son audience en quoi le héros a une stature exceptionnelle. Par petites touches, la caméra révèle peu à peu ses attributs, une veste en cuir, un chapeau, une vieille carte. Là encore, tout est iconique. Le personnage se retrouve au centre des plans sans toutefois ne laisser transparaître son visage et les éventuelles émotions que l'on pourrait y lire. En quelques minutes à peine, dans une séquence rappelant la mise en scène soignée d'Akira Kurosawa dans la jungle de Rashomon ou l'ouverture de Yojimbo, Spielberg excelle par son économie de mots et une intelligence narrative pour marquer les spectateurs par quelques plans ténus, à la composition sublimée par le directeur de la photographie Douglas Slocombe. La révélation du héros intervient quand l'un des guides tente de l'agresser, ce à quoi la réalisation répond par des plans très vifs et courts. Indiana Jones apparaît alors comme une ombre sous la végétation, pour enfin faire un pas et se révéler à la lumière, stoïque et grave. Il est alors temps de basculer sur l'objectif du moment, le temple Chachapoyas, véritable point de départ du film avec sa première séquence d'action et son premier MacGuffin, simple et sublime à la fois.
Une signature en 2 temps pour iconiser l'héroïsme par des mouvements propres à la mise en scène et une gestion des ombres et de la lumière propre à la photographie, ce qui donne à Raiders à la fois sa dimension classique, son empreinte pulp, mais aussi son cachet plus moderne. Cette façon d'introduire le héros va parfaitement dans le sens du statut d'aventurier archétypal que voulait Lucas. Indiana Jones est aussi bien un état d'esprit qu'une personne, qu'une représentation héroïque fantasmée qu'un chasseur de trésors terre à terre, et cette duplicité doit aussi se lire dans la mise en scène. La caméra le révèle ainsi sous forme d'ombre projetée au mur à Marion, l'élevant au rang de figure familière en iconisant sa silhouette. Et il est filmé à contre-jour à quelques reprises, notamment dans le soleil couchant à Tanis, développant sa stature d'archéologue rencontrant l'histoire, à la manière d'un Laurence d'Arabie. Spielberg signe ainsi le film avec un jeu d'ombre et de lumière déjà aperçu dans Rencontre du troisième type en 1977, et qu'il reprend naturellement dans une formulation presque inchangée dans E.T. en 1982, avec les mêmes qualités esthétiques. En quelques plans, le réalisateur inscrit durablement Indiana Jones comme l'un des éléments les plus immédiatement reconnaissables du cinéma mondial. Cette dimension esthétisante à l'extrême permet la représentation d'un héros finalement très pictural, renforçant encore et toujours sa filiation pulp, ce que ne viennent pas contrarier les remarquables profondeurs de champ à l'image de la discussion sous la tente avec Salah, ou encore de rares séquences muettes d'une puissance évocatrice mémorable, comme la scène de la map room. D'autres séquences très courtes vont également dans le sens d'une mise en scène d'une rare intelligence, exploitant l'espace et le mouvement inhérent des acteurs dans le cadre pour innover le rapport de l'image et du propos. Ainsi, la première apparition de Marion dans son bar au Népal est accompagnée d'un plan long, presque séquentiel, d'abord large, pour enfin se concentrer sur une disposition selon 3 axes. Un sur les verres au centre de la table, un sur elle et un sur son opposant au concours d'alcool, la caméra passant d'un axe à l'autre sans coupure. Spielberg délaisse ici le sacro-saint champ contre champ pour une approche moins découpée, permettant à la mise en scène de rester dans une démarche lente et maîtrisée, offrant un contraste saisissant avec l'arrivée des nazis et de la scène d'action qui s'annonce. De la même manière, cette économie de langage, qu'il soit de mots ou de plans, se retrouve dans la scène des dates empoisonnées lorsqu'Indy et Salah découvrent la signification des inscriptions du médaillon. En quelques secondes, l'enchaînement des plans est d'une limpidité prodigieuse, rappelant que le danger est toujours là, et prépare la suite du récit avec une séquence suivante s'amorçant sur les nazis à Tanis. La plus grande réussite du film reste toutefois Marion Ravenwood, tranchant très radicalement avec les clichés dans lesquels tombait systématiquement chaque scénario du genre avant Indiana Jones, exception faite de Star Wars et de la princesse Leia, qui s'émancipe de bien des manières même si la tentative de la mettre en maillot de bain auprès de Jabba the Hutt était sans doute trop forte pour George Lucas. La modernité de Marion s'inscrit d'une part dans le choix de l'actrice Karen Allen, déjà 30 ans au moment du film, mais surtout par son rôle à contre-emploi de la princesse à sauver même si le héros doit malgré tout la délivrer, quitte à laisser l'arche filer entre les mains des nazis. Mais au départ, en évoquant la relation d'Indiana Jones avec une Marion extrêmement jeune, 11 ans, Lucas propose dès le départ d'inscrire dans le passé du héros une sorte de dérapage totalement assumé du point de vue du scénario, reconnaissant d'ailleurs qu'il s'agit d'une idée outrageante. Finalement, l'âge théorique retenu de la jeune fille est 15 ans lors de son aventure avec un garçon de 10 ans son aîné, ne rendant pas moins l'ensemble quelque peu dérangeant. Tout est conservé dans le film, même si les auteurs évitent finalement de s'appesantir sur les détails, pourtant palpables lors de la première rencontre entre les deux protagonistes. En définitive, le film ne dépeint heureusement pas une figure féminine caricaturale au seul titre du love interest que Marion est pourtant, car le personnage va plus loin. Elle se montre forte, ambitieuse, entreprenante, et le héros n'est finalement jamais vraiment là pour la sauver. Ce n'est pas tant le rapport qu'entretient Indiana Jones avec l'héroïsme que permet de lire cette relation étrange, mais plutôt celui avec les femmes, car le personnage est à la fois un pur produit de son temps, la fin des années 70 encore très loin de l'émancipation féminine au cinéma, ainsi qu'un rappel de la masculinité décomplexée des Doc Savage et autres Nick Carter dont il s'inspire librement. En sa qualité de MacGuffin émotionnel du film, Marion n'a cependant rien à envier à l'archéologue. Elle vit seule, et s'est donc émancipée très jeune, n'est pas avare en injures, saute volontiers dans la mêlée et tient sacrément bien l'alcool pour déjouer l'intention de ses ennemis. D'une modernité remarquable, elle permet à ce premier opus des aventures d'Indiana Jones d'élever le héros dans une masculinité qui n'est en rien étouffante, bien que le rapport qu'elle entretient avec les hommes du film reste ambigu, en étant presque aussi convoité que l'arche elle-même. Elle participe avec l'artefact biblique, mais aussi Indiana Jones, la réalisation de Steven Spielberg ou la musique de John Williams,
à modéliser une œuvre à la limite de l'irrévérence, innovant là où on ne l'attendait pas. N'en déplaise à certains, Riders confirme la transformation de l'industrie du cinéma par les deux compères que plus rien n'arrête. Un an après l'Empire contre-attaque et un an avant E.T., Indiana Jones fait figure d'élément central dans la transformation de l'industrie par Lucas et Spielberg, comme un film charnière qui œuvre plus que jamais dans le renouvellement des codes et la manière de faire. Il est d'autant plus étonnant de voir que sa suite, en 1984, déconstruira en partie ces codes, ce que je vous raconte dans le 3e épisode de l'histoire d'Indiana Jones sur MacGuffin Maker.